Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons traiter des charges déductibles dans le cadre de l'impôt sur les sociétés. Et justement, après avoir énuméré les conditions de déductibilité d'une charge au sens fiscal, aujourd'hui, nous allons aller plus en profondeur en traitant élément par élément les rubriques, sinon les éléments de charge de l'entreprise. Donc prenons, ou plutôt reprenons le cas des achats de matières et de produits. Nous savons parfaitement que les achats de l'entreprise, si elles sont matérialisées par une pièce justificative, qui signifie qu'ils ont bel et bien été faits au profit de l'entreprise, il n'y a pas de raison de les déduire. Des restrictions cependant peuvent s'avérer. Alors justement, en fiscalité, le législateur prévoit que si une entreprise effectue des achats en espèces, elle n'est autorisée que dans la limite de 5000 dirhams par jour et par fournisseur, sans dépasser bien sûr 50 000 dirhams par mois et par fournisseur. Ces dépenses, n'ayant pas été justifiées par chèque barré non endossable, effet de commerce, moyen magnétique de paiement, virement bancaire ou procédé électronique et ainsi de suite. Donc là, l'entreprise n'a pas le droit de déduire tous ses achats faits espèces que dans la limite de 5 000 dirhams par jour et par fournisseur, et donc 50 000 dirhams par mois et par fournisseur. Il y a tout un traitement à l'égard de ce qu'on appelle la compensation. En deux mots, une compensation est prononcée quand moi je vais vous livrer une marchandise et qu'en contrepartie j'en obtiens une autre de votre côté. Donc dans ce cas, il y a l'équivalent de ce qu'on appellerait troc, sauf que cette fois-ci c'est monétisé. Donc là, il faudra que l'entreprise qui effectue des achats sous forme de compensation présente des documents dûment datés et signés par les deux parties et portant acceptation du principe de compensation, c'est-à-dire que les deux parties doivent signaler qu'elles se sont mises d'accord pour que cet échange ait lieu. Un autre élément doit être pris en considération, à savoir les cadeaux publicitaires. On sait parfaitement que les cadeaux publicitaires faits au profit des clients de l'entreprise sont considérés comme des éléments qui vont permettre une action commerciale et donc une fidélisation clientèle. Donc ça s'inscrit bel et bien dans la démarche de gestion de l'entreprise. Alors le législateur là aussi, il vient instaurer des conditions. Les cadeaux publicitaires d'une valeur maximale de 100 dirhams doivent porter la raison sociale, le nom ou le sigle de la société ou bien la marque des produits qu'elle fabrique et dont elle fait le commerce. À défaut, ces éléments, donc ces cadeaux publicitaires que l'entreprise a supportés ne sont pas déductibles. Donc à réintégrer. Vous l'aurez compris, pour les achats, ça sera la même chose. Donc aujourd'hui, nous allons traiter du traitement, comme j'ai dit la fois dernière, extra-comptable des charges de l'entreprise. Côté dons, là aussi, les dons en argent en nature octroyés par une entreprise sont des charges supportées par cette entreprise. Et donc, le législateur, là aussi,
pose des conditions pour la déductibilité des dons, à savoir les dons en argent en nature octroyés au habous public à l'entraide nationale Ta'awun al-Watani et ainsi qu'à d'autres associations que ces associations aient le statut édicté par Dahir et donc de la loi numéro 75 00 promulguée en 2002. Donc ces dons doivent être destinés à ces organismes qui œuvrent dans un but caritatif, donc charitable, scientifique, culturel, artisanal, littéraire, éducatif, sportif et ainsi de suite. D'autres dons peuvent être octroyés aux associations ayant conclu avec l'État une convention de partenariat pour la réalisation de projets d'intérêt général. Et là, il y a un plafond à observer, à savoir la limite de 2 pour 1000 de chiffre d'affaires. Si tel n'est pas le cas, eh bien, la partie supérieure à 2 pour 1000 du chiffre d'affaires doit être réintégrée au résultat fiscal pour servir de base au calcul de l'impôt. Justement, en ce qui concerne les impôts et taxes, nous savons pertinemment que les impôts et taxes sont des charges pour l'entreprise. Donc ces charges, ces impôts et taxes, est-ce qu'ils sont déductibles? La réponse est oui. Les impôts et taxes à la charge de la société ou de l'entreprise, y compris les cotisations supplémentaires émises en cours d'exercice, j'y reviendrai tout à l'heure, sont déductibles, à l'exception de l'impôt sur les sociétés lui-même. C'est-à-dire que si moi je suis en train de faire une déclaration de l'IS, l'IS lui-même n'est pas déductible. Les charges de personnel, déjà on en a parlé, et donc là aussi il faudra insister sur le fait que les éléments qui dépassent les charges de personnel exagérées, donc cette partie exagérée n'est pas déductible. Les frais financiers, ils sont déductibles. Cependant, les intérêts servis aux associés, et là, il faudra préciser une chose, là, nous sommes en train de parler des revenus que l'entreprise verse à ses associés, étant donné que ces mêmes associés ont apporté plus que le capital appelé. On appelle ça, pour les entreprises, on appelle ça compte courant d'associés. Or, si c'était une entreprise individuelle, ce n'est pas le cas pour l'IS, on appelle ça compte de l'exploitant. Donc, la rémunération des comptes courants d'associés sous forme d'intérêt est déductible, mais à condition. D'abord, premièrement, il faut que le capital social soit entièrement libéré. Deuxième condition, le montant total des sommes portant intérêt déductible ne peut excéder le capital social. C'est-à-dire par exemple, si moi, le capital de l'entreprise, la société est de 1 million de dirhams, et que si appelé bien sûr, et si est entièrement libéré, et si maintenant les associés apportent en plus de 1 million de dirhams par exemple, un montant de 1 500 000 dirhams à titre d'avance entre guillemets de compte mis à la disposition de l'entreprise, eh bien la partie qui va produire les intérêts déductibles et ne doit pas dépasser le capital social de l'entreprise, à savoir 1 million. Donc tout intérêt versé en plus du 1 million qui constitue le capital social est à réintégrer. Troisième condition, ça concerne les taux d'intérêt. Bien, le taux d'intérêt déductible ne peut être supérieur à un taux fixé annuellement par arrêté du ministre chargé des Finances en fonction
du taux d'intérêt moyen de bons de trésor à 6 mois de l'année précédente. Donc, si ce taux est de 6% par exemple, et que l'entreprise a versé des intérêts pour un montant au taux de 8%, eh bien, la différence doit être réintégrée. Donc, les 2% qui excèdent le taux de trésorerie générale doivent être réintégrés à la base imposable et donc au résultat fiscal. Les cadeaux publicitaires, j'en ai parlé tout à l'heure, donc oui, donc toujours, on l'a dit, c'est maximum 100 dirhams, tout en portant l'intitulé, la raison sociale, le sigle de la société, de la marque du produit, etc., etc. Un sort très important, ou spécialement un traitement très très rigoureux, doit être réservé aux dotations d'exploitation. On sait tous que les dotations d'exploitation renferment deux cas. D'un côté les DEA et de l'autre les DEP, c'est-à-dire les dotations d'exploitation aux amortissements et les dotations d'exploitation aux provisions. Pour ce qui est des amortissements, nous allons traiter les amortissements à deux niveaux. Vous avez le premier niveau, à savoir les immobilisations en non-valeur. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'elles sont à répartir maximum sur 5 ans. Donc, leur amortissement doit être effectué sur maximum 5 ans. Et donc, toute dotation des non-valeurs qui va excéder une annuité de 5 ans doit être réintégrée. Pour ce qui est des amortissements, des immobilisations corporelles et incorporelles, j'allais dire même café, même tasse, sauf que là, il faudra préciser que la base amortissable étant constituée de la valeur ajoutée, donc je vous laisse le soin de vérifier avec moi tout ce qui est, comme on a vu la fois dernière, base d'amortissement, la valeur d'origine en cas de livraison à soi-même et en cas d'acquisition et en cas d'échange, etc. Un petit rappel des taux admis fiscalement. Et là, je parle, inutile de préciser, de l'amortissement admis selon la loi 988, à savoir l'amortissement constant ou linéaire. On sait pertinemment que si une entreprise se voit obligée d'effectuer des dotations aux amortissements exceptionnels, bien elle doit en demander autorisation auprès de l'administration fiscale, notamment en ce qui concerne l'amortissement dégressif accéléré ou dérogatoire. Il faudra également préciser que en ce qui concerne le matériel roulant, à savoir et plus précisément les véhicules de transport des personnes, dans ce cas, outre le taux d'amortissement de 20%, la valeur maximale retenue en termes de valeur ajoutée ne peut excéder 300 000 dirhams par véhicule TTC. Donc, si vous achetez une voiture pour l'entreprise de l'ordre de 500 000 dirhams, et donc vous n'avez droit que d'amortir que sur la base de 300 000. Le reliquat doit être réintégré. Donc, chaque annuité dépassant 300 000 multiplié par 20% égale à 60 000, toute annuité dépassant 60 000 doit être réintégrée pour la différence, à savoir, par exemple, 100 000 moins 60 000 égale à 40 000, ces 40 000 dirhams d'amortissement ne sont pas admis fiscalement, donc il faudra les réintégrer. Si une entreprise fait appel à ce qu'on appelle la LOA, location avec option d'achat, ou communément appelé contrat crédit bail, ce qu'il faut retenir, c'est que cette redevance que l'entreprise doit payer, et c'est l'équivalent de l'amortissement,
c'est l'équivalent de la traite, entre guillemets, en cas de crédit ordinaire. Dans ce cas, c'est la même chose. Donc cette redevance ne doit pas dépasser un seuil de 60 000 dirhams par an, auquel cas la différence doit être réintégrée au résultat fiscal. Côté provision, on sait pertinemment que les provisions ne sont acceptées que si la perte ou la charge est probable. Ok? Ça c'est juste pour rappeler. Mais en fait, une provision doit avoir ou remplir les conditions suivantes pour qu'elle soit admise fiscalement. À savoir, elle doit correspondre à une charge nettement précisée et individualisée. C'est-à-dire que là, on ne va pas faire un forfait de provision sur la base d'un relevé de facture, mais chaque facture doit être traitée pour considérer et donc constituer et avoir une idée précise et individualisée du montant de provision à constater. Deuxième élément, et là j'introduis la notion d'expertise, la provision doit être susceptible d'une évaluation conforme à la réalité afin de permettre la vérification de son montant et son affectation ultérieure. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, notre constatation d'amortissement doit être adossée à une expertise, par exemple au niveau du tribunal de commerce, là où il y a eu recours judiciaire et donc par exemple un protêt et que sais-je encore. En ce qui concerne, ça vous l'avez je pense déjà vu, les provisions devenues sans objet. Là, toute provision qui s'est avérée inutile parce que vraisemblablement notre client a payé après recours judiciaire, après liquidation et donc remboursement forcé, pour parler de termes très simples, et bien dans ce cas, si votre provision n'a plus raison d'être, elle doit être réintégrée sous forme de ce qu'on appelle la reprise totale ou partielle des provisions. En ce qui concerne les provisions pour logement et provisions pour investissement, les entreprises qui souhaitent constituer des provisions pour logement de leur personnel, ces provisions doivent être cadrées maximum dans 3% du bénéfice fiscal à payer par l'entreprise. Et donc, au-delà de ces 3% est à réintégrer. Les provisions pour investissement. Une entreprise qui constitue des provisions pour un investissement futur peuvent constater cette provision pour investissement. Le législateur accorde jusqu'à 20% du bénéfice fiscal pour l'investissement en biens d'équipement, matériel, outillage, etc. et 30% du dit investissement dans maximum 3 années après la constitution des entreprises. Quelles sont les charges non déductibles? Les amendes, pénalités et majorations de toute nature ne sont pas déductibles parce qu'elles constituent des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires.
Le déficit reportable. Qu'est-ce que le déficit reportable? Quand une entreprise, subit une perte, est-ce qu'elle a le droit de l'imputer aux exercices suivants? La réponse est oui. Le législateur autorise l'entreprise à déduire des exercices excédentaires ultérieurs leur déficit actuel ou passé, dans la limite de 4 exercices. Si une entreprise n'a pas pratiqué l'amortissement pendant l'exercice pour une considération d'ordre managérial et on reporte la constatation à plus tard, oui, l'entreprise a le droit de reporter la dotation ou la constatation plus exactement de la dotation aux amortissements de ses actifs. Et ce report n'est pas limité dans le temps comme on a vu pour les déficits reportables. Donc pas de délai de prescription ou de préemption. Voilà, je vous remercie et à la prochaine séance.